Bonjour à tous pour ce webinaire que nous organisons pour la France aujourd'hui autour de la place de la compensation carbone ou de la contribution climatique dans une stratégie carbone d'entreprise. C'est probablement un bon moment pour pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui puisque il fait l'objet de quelques controverses en ce moment. Donc c'est l'occasion quelque part de mettre les pieds dans le plat et de pouvoir peut-être démystifier certaines idées reçues, de pouvoir nuancer certaines positions, clarifier certains points éventuellement. Donc on en est finalement encore plus heureux d'avoir prévu ce sujet avant la controverse actuelle. Et donc voilà, ça va être l'occasion de pouvoir rentrer concrètement dans l'essentiel et de pouvoir aussi vous laisser la parole et de vous permettre de pouvoir poser certaines de vos questions à la fin de ce webinaire. Peut-être pour démarrer, rapidement quelques règles de logistique, enfin en tout cas de comment ce webinaire va fonctionner. Donc les micros évidemment sont coupés pour tout le monde, comme ça évitera d'éventuelles cacophonies. L'idée c'est de pouvoir avoir toutes vos questions par écrit dans le chat qui devrait être disponible et visible chez chacun d'entre vous. Et l'ensemble de ces questions sera évidemment transmise à nous pour qu'on puisse justement y répondre. On essaiera d'y répondre au maximum. Si on voit que certaines questions ne sont pas répondues parce qu'il y en a trop, dans ce cas-là, on a l'habitude d'y répondre un peu plus tard dans un mail. Mais en tout cas, on essaiera d'y répondre au maximum. Alors, l'agenda d'aujourd'hui. Donc, 4 grands blocs. Le premier étant d'abord de rappeler encore une fois ce qu'est la compensation carbone et de pouvoir mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, compensation carbone / contribution carbone / contribution climatique. En gros, tout ça, c'est un seul et même concept qu'on essaiera de mieux vous expliquer. Ensuite, de pouvoir balayer encore une fois quelques idées reçues autour de la contribution climatique, puisqu'on a l'habitude en tant que South Pole d'être confronté à des discussions souvent très intéressantes autour de cette question. Ensuite, comment intégrer la compensation carbone dans la stratégie climat des entreprises? Donc, comment finalement on articule aujourd'hui ce sujet dans une stratégie complète et dans laquelle on ne fait plus juste une communication isolée sur ce point-là. Et enfin, de vous proposer tout simplement d'en parler ensemble, puisque cette compensation carbone, c'est quelque chose qui mérite probablement un peu plus de temps de discussion, étant donné la complexité, la nuance et quelque part les bénéfices et les risques aussi éventuels qu'il peut y avoir derrière. Ça vaut peut-être le coup de s'en parler plus que 10 secondes sur base d'idées et de préjugés. Et bien sûr, il y aura un temps pour les questions-réponses. Alors, rapide présentation de notre côté. Donc, South Pole, c'est un groupe qui a été fondé il y a déjà plus d'une quinzaine d'années en Suisse, qui maintenant comporte 1200 personnes à travers dans le monde. Il y a un bureau également à Paris. Je rajouterai aussi un bureau à Bruxelles, puisque finalement, les intervenants ici sont de ces deux bureaux. On a une expertise assez complète, à la fois donc sur la consultance, mais aussi sur la consultance destinée aux entreprises pour pouvoir accompagner tout type d'entreprise dans sa stratégie, peu importe sa maturité. Donc du diagnostic de base jusqu'à l'accompagnement très opérationnel de mise en place d'une gouvernance et d'un plan d'action concret pour réduire des objectifs de réduction en ligne, par exemple, avec la science. Et on a également une deuxième casquette qui est un peu plus d'actualité aujourd'hui, puisqu'on a cette casquette de développeur de projet vraiment de zéro, puisqu'on a été identifié comme étant le premier développeur de projet d'action climatique, donc de projet de compensation certifié dans le monde. On a contribué à développer de zéro plus de 700 projets. Donc on a un peu d'éléments pour pouvoir aussi vous expliquer ce qu'il y a derrière tous ces projets. Et voilà, et donc les intervenants, donc vous avez moi-même qui suis le directeur général de South Pole France. Il y a également Carlos qui, qui prendra la parole pour pouvoir apporter son éclairage en tant que ce qu'on appelle Action Credits Practice Lead. Donc en gros, ce qu'il y a derrière, c'est essentiellement qu'il connaît sur le bout des doigts tout ce qui est marché volontaire de compensation carbone. Et il y a également Eduardo qui a eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de grands comptes sur ces questions un petit peu complexes et donc qui pourra aussi partager son retour d'expérience par rapport à ça. Et je pense qu'à présent, on peut laisser la place au prochain intervenant qui va vous expliquer un peu mieux ce qu'est cette compensation carbone. Alors, merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous. Alors voilà, pour un peu mieux comprendre la compensation carbone, on va faire un rapide rappel du contexte global et de l'urgence climatique mondiale à laquelle nous faisons face.
Donc, voilà, il y a quelques faits que je voulais vous présenter, qui sont probablement connus de la plupart d'entre vous. Premièrement, on constate malheureusement que les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, et chaque année, en fait, écoulée est plus chaude que la précédente. Ensuite, qu'on est très fortement dépendant de la consommation d'énergie fossile pour notre production d'énergie. Donc, on est encore dépendant à 80% d'énergie fossile en moyenne dans le monde. Et il y a une réelle urgence d'agir parce qu'au niveau actuel des émissions de CO2, nous avons environ entre 6 et 9 ans encore avant d'atteindre le point de non-retour, d'après le GIEC, le point de non-retour, disant qu'il ne sera plus possible de respecter une hausse de la température de 1,5 degré. Donc, il y a urgence d'agir. Alors, heureusement, d'un certain côté, qu'on en est à la 27e COP, qui a eu lieu en novembre. Et donc, les gouvernements de tous les pays du monde se sont mis pour la 27e fois autour de la table pour essayer de trouver des solutions. L'accord historique a été célébré à Paris en 2015 lors de la COP21. Et c'est la première fois où chaque pays, en fait, a pris l'engagement de présenter des objectifs ambitieux et un plan d'action pour y arriver. Malheureusement, en fait, quand on agrège tous ces plans d'action au niveau global, on se rend compte que les politiques mises en œuvre et les actions mises en œuvre à l'heure actuelle, en fait, ne permettraient pas d'atteindre une augmentation de la température de 1,5 degré, mais on atteindrait plutôt 2,5 degrés, bien au-delà de nos espérances. Alors, si on prend les objectifs qui sont émis dans ces documents et les engagements pris, on arrive malheureusement encore à une température trop élevée, comprise entre 2 degrés et 2,4 degrés d'augmentation. Dans le plus optimiste des scénarios, avec la révision de ces objectifs qui ont lieu tous les 5 ans, on arriverait malheureusement encore à 1,8 degré. Donc, les engagements des gouvernements sont insuffisants pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, et c'est pour ça qu'il est vraiment important pour le secteur privé d'agir et d'activer tous les leviers. Alors, à quoi ressemble en fait une stratégie d'action climatique? Donc, en fait, nous, on appelle cela la trajectoire climatique, qui s'articule autour de 5 étapes principales. Donc, la première étape dans laquelle doit s'engager une entreprise, c'est d'abord réaliser un diagnostic environnemental, ce qu'on appelle plus communément le calcul de l'empreinte carbone, afin d'établir ce diagnostic de ces émissions de CO2 pour pouvoir d'analyser là où ces actions ont le plus grand impact. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre l'entièreté de sa chaîne de valeur pour pouvoir ensuite formuler une ambition qui soit en ligne avec les ambitions globales de l'atteinte de 1,5 degré, mettre en place un plan d'action ambitieux afin d'atteindre ces objectifs en ligne avec la science, tout en réduisant, tout en monitorant ces réductions. Il est très important aussi de contribuer à des projets qui réduisent ou qui capturent le CO2 au-delà de son périmètre d'activité. C'est ce qu'on appelle la contribution climatique. Et c'est exactement cette étape de la trajectoire climatique dont il est question aujourd'hui. Et ensuite, c'est très important de communiquer de manière tout à fait transparente sur l'ensemble de cette trajectoire climatique et non seulement par rapport à sa contribution climatique. Alors, ceci vu dans notre point de vue, ici, c'est un graphique qui provient en fait de l'initiative des Science Based Targets, qui donne un cadre d'action pour les entreprises pour atteindre l'objectif global de net zéro. L'objectif global, selon le GIEC, est d'atteindre le net zéro avant 2050. Et le SBTi fournit aux entreprises une ligne de conduite pour appliquer cet objectif global à sa propre entreprise. Donc, il s'agit cette stratégie en fait, peut s'articuler autour de 4 étapes. La première étape, c'est se fixer un objectif de réduction des émissions dans son périmètre à court terme, c'est-à-dire entre 5 à 10 ans par rapport au moment où on prend ses engagements. Ensuite, il faut se fixer un objectif plus ambitieux avant 2050, donc à long terme. C'est vraiment essayer de formuler une vision à très long terme, donc un changement de profondeur de sa stratégie, mais également avoir bien à l'œil en fait, un objectif à plus court terme afin de pouvoir
mettre en place des actions qui directement auront un impact sur le changement climatique. En plus de cela, la troisième étape est de déjà, dès maintenant, prendre des actions en dehors de sa chaîne de valeur. Donc, tout en continuant à décarboner sa chaîne de valeur, on peut aussi contribuer à réduire les émissions en dehors de sa chaîne de valeur dans un autre pays. C'est ce qu'on appelle les projets de compensation ou de contribution. Et afin d'atteindre le net zéro en 2050, il s'agit de neutraliser toutes les émissions résiduelles pour qu'à la fin, en fait, le peu d'émissions qu'on continuera d'émettre soit complètement absorbé par des projets d'absorption de séquestration, que ce soit naturels ou technologiques. Donc, les étapes 3 et 4, en fait, se font très communément via l'intervention de crédit carbone. Alors, qu'est-ce qu'un crédit carbone? C'est un certificat, en fait, qui atteste d'une tonne de CO2 évitée ou séquestrée par un projet certifié par un standard reconnu. Donc, c'est une tonne de CO2 équivalent. Tous les gaz à effet de serre sont pris en compte et sont exprimés en équivalence en dioxyde de carbone. Alors, ces crédits carbone sont enregistrés dans des registres publics, tout est transparent, et qui garantissent leur utilisation unique. Donc, on évite ainsi le risque de double comptage. Donc, une tonne de CO2 évitée ou séquestrée par un projet ne pourra être utilisée qu'une seule fois par une entreprise. Alors, sur le slide suivant, on voit quels sont les types de projets carbone qui peuvent être éligibles à l'émission de ces crédits carbone. Donc, ils doivent remplir 5 critères principaux. Les émissions réduites doivent être réelles. Donc, on va pouvoir les quantifier via des méthodologies reconnues. Les projets doivent être additionnels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent avoir lieu sans l'existence de ce mécanisme. C'est-à-dire que ce mécanisme de finance carbone doit permettre la mise en place de ces projets additionnels. Donc, si un projet est déjà prévu dans un cadre réglementaire dans un pays, il ne pourra pas être éligible à la finance carbone, parce qu'il aura de toute façon lieu. Donc, l'idée, c'est vraiment de déclencher la mise en place de nouveaux projets. Il doit être mesurable. On doit définir et décrire une manière de quantifier tout le long de la durée de vie du projet les émissions réduites ou absorbées. Vérifiable, c'est-à-dire que tous les projets doivent être vérifiés par un auditeur tiers, par un auditeur accrédité par le standard. La réduction doit être, ou la séquestration doit être permanente, c'est-à-dire que pour avoir un effet sur le changement climatique à long terme, le carbone doit être réduit ou absorbé pour un minimum de 100 ans, parce que le carbone a une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Donc, il ne s'agit pas juste d'absorber, de le réémettre un an après. Il faut vraiment pouvoir s'assurer que le carbone séquestré le sera sur une durée sur le temps long. Alors, unique, c'est aussi ce que j'expliquais, c'était le fait qu'un crédit carbone ne peut être utilisé qu'une seule fois et donc est tracé de manière tout à fait transparente par ces standards qui ont chacun des registres qui sont accessibles publiquement. Alors, ces projets carbone, afin de générer des crédits carbone, en fait, passent par ce qu'on appelle un cycle de projet. Alors, je vais vous présenter brièvement ce cycle afin que vous compreniez un peu qui sont les différents intervenants dans le cycle de vie de ces projets. Donc, premièrement, en fait, lors de la conception du projet, donc avant que le projet n'existe vraiment, le développeur du projet, donc le propriétaire du projet, va vraiment définir l'impact que le projet aura et va expliquer en quoi le projet additionnel, comment est-ce que le projet va réduire les émissions par rapport à un scénario de base, donc un scénario en l'absence du projet, pour bien montrer en fait, que ce projet en fait, déplace des émissions de CO2 ou les absorbe. Donc, il va remplir un document qui est probablement le document le plus important et le plus extensif sur ce projet, qui s'appelle le Project Design Document, le PDD. Le PDD décrit vraiment tous ces aspects-là, qui permettent de vérifier que le projet remplit tous les critères que j'avais cités, et va aussi décrire comment est-ce que le projet ou le porteur de projet va monitorer, va contrôler les réductions tout le long. Ce document va être ensuite validé par un auditeur externe accrédité, qu'on appelle l'étape de validation, pour voir si le projet respecte bien, en tout cas l'idée du projet sur papier respecte bien tous les critères établis par les standards. Et ensuite, une fois que ce projet est validé, ce document est validé par l'auditeur externe, il le soumet au standard de certification qui lui-même va revérifier tout ça et va le valider. Donc, à partir de ce moment-là,
le projet est public, la documentation est publique, et le projet, on va dire, peut commencer son activité. Alors ensuite, de manière permanente, de manière annuelle, par exemple, le développeur de projet va mesurer, collecter des données qui permettent de suivre les avancées du projet par rapport à sa réduction de CO2, son absorption. Donc, ce qu'on appelle, il va faire un rapport de monitoring de manière périodique. En général, c'est, on va dire, annuel. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, ça peut être tous les 2 ans aussi. Donc, il va rétrospectivement, il va expliquer dans un document tout ce qui s'est passé. Et il va expliquer comment est-ce qu'il a monitoré les résultats du projet par rapport à un plan de monitoring qui avait été décrit dans le document de départ, dans le PDD. Ce document va servir en fait de base de calcul pour estimer la quantité de carbone qui aura été séquestrée ou évitée lors de cette période de monitoring d'une année ou de 2 années. Ce document ensuite est vérifié par un auditeur externe qui va de nouveau vérifier sur place, va faire des contrôles d'échantillonnage, etc., pour vérifier que les données mentionnées dans ce rapport de monitoring sont bien réelles, sont correctes. Et une fois qu'il donne son accord sur le rapport de vérification, il le soumet au standard, une fois de plus le contrôle, et va certifier la quantité de CO2 mentionnée dans ce rapport, et ça va donner lieu à la délivrance des crédits carbone sur le registre. Alors, le marché donc, volontaire du carbone, c'est un marché qui, on va dire, a une quinzaine d'années, on va prendre 2005 comme année de naissance, donc c'est un marché, on va dire, relativement jeune, en pleine expansion. Les chiffres que vous voyez sur la gauche, c'est le cumul du CO2 qui a été séquestré ou évité depuis son début, depuis 2005. Donc, on voit qu'il évolue de manière assez exponentielle parce qu'on voit que le CO2 évité a doublé entre 2020 et 2022. Donc, pour l'instant, ce marché a réussi à réduire le CO2 d'environ 1,5 milliard de tonnes de CO2. Alors, il y a plus de 4000 projets, donc je pense que 4200 projets qui sont enregistrés à ce jour. Et ce chiffre, en fait, augmente vraiment depuis 2 ans de manière assez exponentielle. Alors, donc le marché volontaire du carbone est, comme son nom l'indique, un marché. Donc, le prix est fixé de plusieurs manières. D'abord, par l'offre et la demande, évidemment, vu que c'est un marché, mais aussi par des indicateurs, on va dire des paramètres intrinsèques au projet. Donc, quels sont les éléments qui peuvent influencer ce prix? Donc, ça peut être les coûts de mise en œuvre du projet. Donc, le type de projet va avoir un impact sur le prix du crédit carbone. Donc, il y a des projets de reforestation en général qui sont plus chers à mettre en œuvre parce qu'ils demandent plus de monitoring sur du long terme, etc. Donc, le crédit carbone du projet de reforestation va en général être plus cher qu'un crédit carbone lié à un projet d'énergie renouvelable. La taille et l'emplacement du projet. L'emplacement va déterminer les coûts liés à cette mise en place du projet. Donc, ça va dépendre d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et la taille, effectivement, il y a un effet d'économie d'échelle. Plus grand est le projet, en général, plus faible sera le coût ramené à l'unité du crédit carbone. La réglementation sur la tarification du carbone. Certains projets, certains crédits carbone, certains types de crédits carbone sont éligibles sur certains marchés réglementaires, comme le marché qui régit l'aviation mondiale qui s'appelle CORSIA. Donc, il y a un marché où toutes les lignes aériennes, les compagnies aériennes, doivent, au-dessus d'un certain seuil, acheter des crédits carbone, donc compenser les émissions. Et certains crédits carbone issus du marché volontaire sont éligibles. Et donc, ceux-ci voient leur prix augmenter par rapport à l'année. Et ensuite, l'année de réduction des émissions, ce qu'on appelle le millésime, en anglais le vintage, va aussi influencer sur le prix du crédit carbone. Un vintage plus jeune, en général, aura une valeur plus élevée qu'un vintage plus ancien. Alors, sur le slide suivant, on voit les différents types de projets, en général, qui émettent des crédits carbone. Donc, vraiment, il y a 2 grandes familles. Donc, il y a les projets d'évitement. Ce sont des projets qui réduisent le CO2 par rapport à un scénario de référence. Et des projets de séquestration. C'est des projets qui capturent du CO2 de l'atmosphère, qui réduisent la quantité de CO2 dans l'atmosphère.
Dans les projets d'évitement, on a les projets de foyers améliorés. Ce sont des projets qui visent à réduire la quantité de combustible ou de biomasse ou de charbon nécessaires aux tâches ménagères, comme la cuisine, par exemple, ou le chauffage. Ça peut être des projets d'énergie renouvelable. Ça peut être des projets de conservation de forêt ou de reforestation, de restauration de forêts dégradées. Ça peut être des projets liés à la qualité de l'eau, donc c'est des projets qui permettent de potabiliser l'eau. Donc cela permet aux populations qui en bénéficient de ne pas devoir bouillir de l'eau, donc ça va réduire leurs besoins en consommation de charbon ou de biomasse. Ensuite, il y a des projets un peu plus industriels, comme des projets d'innovation industrielle qui promeuvent la croissance verte grâce à l'efficacité énergétique ou l'économie circulaire. Et ensuite, on a des projets de séquestration, de capture technique du carbone qui sont encore très peu matures pour l'instant, mais il n'y a pas un seul scénario élaboré par le GIEC qui prévoit d'atteindre l'objectif de 1,5 degré en 2050 sans faire appel à ce genre de projet. Donc, c'est très important de commencer aussi à soutenir ces projets de séquestration de carbone ou d'absorption de carbone technique. Alors, on voulait vous montrer une vidéo sur de nombreuses idées qui sont reçues autour de la compensation carbone et pour essayer de vraiment de vous montrer comment est-ce que ces idées en fait, sont mal perçues en fait, et on essaie de vous donner un point de vue objectif sur la compensation carbone. Donc, on va vous montrer une vidéo maintenant. De nombreuses idées reçues circulent autour de la compensation carbone. Qu'en est-il exactement? Par exemple, la compensation carbone, c'est juste un droit à polluer. Dans les faits, aujourd'hui, c'est polluer qui est gratuit. La compensation carbone, c'est d'abord un outil de transition. Compenser oblige l'entreprise à calculer et à comprendre son empreinte carbone, afin de contrebalancer les dommages causés à l'environnement du fait de son activité. Cette dépense l'incite à réduire son empreinte le plus possible pour limiter les coûts. La compensation permet ainsi aux entreprises de financer des projets qui luttent concrètement contre le changement climatique. Alors plutôt que de parler de droit à polluer, parlons de levier d'action climatique. Autre idée reçue souvent répandue, il vaut mieux réduire ses émissions que compenser son impact carbone. L'urgence climatique nous oblige à agir dès maintenant en utilisant tous les leviers d'action possibles. Pour la plupart des entreprises, il est difficile de réduire leurs émissions immédiatement. Néanmoins, de plus en plus d'entre elles s'engagent pour accélérer leur transition climatique. Dans ce contexte, la contribution climatique leur permet de s'attaquer directement à leurs émissions résiduelles, tout en poursuivant les efforts de décarbonation au sein de leur chaîne de valeur. La question n'est pas de choisir entre réduction et compensation. Les deux sont essentiels. C'est ainsi que nous espérons réduire de moitié les émissions globales d'ici 2030 et rester sous le seuil des 1,5 degrés de réchauffement climatique. Troisième idée reçue fréquemment entendue, les projets climatiques sont le plus souvent développés dans l'hémisphère sud pour délivrer des crédits peu chers. Non, pas du tout. Et l'explication est assez simple. Avec 1 euro, on peut avoir un impact positif bien plus important en Afrique qu'en Europe. En effet, les projets sont souvent à plus grande échelle et la technologie y est moins avancée. On parle également de justice climatique. Les pays qui vont subir le changement climatique de plein fouet doivent davantage bénéficier de soutien pour aider les communautés locales à s'y adapter. En bref, le changement climatique est un problème global et tout projet, où qu'il soit, a du sens pour accélérer la transition climatique. Les entreprises doivent aujourd'hui actionner tous les leviers permettant de réduire leur impact et avancer dans leur transition climatique. Encore des questions? Nous sommes là pour vous accompagner.
Et voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette vidéo, Carlos, et pour cet exposé. L'idée aujourd'hui, donc, c'est vraiment déjà de pouvoir vous montrer quelques idées reçues et de pouvoir les démystifier comme on vient de le faire, et puis aussi de vous donner quelques clés sur la communication aussi qui peut être associée à tous ces engagements. En fait, ce qu'on voit derrière tout ça, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus l'obligation d'avoir une communication qui soit transparente sur des actions qui sont vraiment concrètes. Il y a eu beaucoup d'engagements, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Tout n'est pas forcément au niveau de ce qu'on avait promis au départ. Et donc, il y a vraiment la nécessité d'être quelque part à la fois humble, de montrer qu'effectivement, on est confronté à des challenges et d'être transparent par rapport à cette communication-là et de dire voilà concrètement ce qu'on a fait. Bien sûr que c'est pas parce qu'on pense qu'on a sauvé la planète, loin de là, ce n'est qu'un levier parmi d'autres, mais c'est un levier aussi. Et vu l'urgence, s'enlever ce levier-là, c'est quand même assez compliqué. Au-delà de ça, pour parler de votre communication à vous, une bonne communication, ça peut apporter un certain nombre de bénéfices. Ça peut apporter, heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même du temps et potentiellement aussi du budget pour vous, mais ça peut aussi avoir des bénéfices en termes d'image et de réputation, bien évidemment, mais ça fait déjà, j'ai presque envie de dire, 10-15 ans que c'est déjà le cas, puisque beaucoup d'entreprises ont mis en place des premières stratégies parce qu'elles voyaient ce bénéfice d'image qui était rapidement atteignable. La bonne nouvelle, c'est que c'est toujours le cas. Peu importe les controverses qu'on peut avoir, notamment en France en particulier, depuis quelque temps, ça reste quand même la stratégie dans son ensemble et pas juste la compensation, quelque chose qui est perçu positivement parce que tout le monde comprend de plus en plus que de toute façon, ce n'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui est là pour longtemps et donc se positionner dessus sur le long terme, ça a du sens. C'est également une valeur. C'est une valeur parce qu'il y a un certain nombre de consommateurs, et je parle d'un certain nombre, 86% d'après un baromètre sorti en 2021, que les consommateurs attendent les entreprises au-delà de leur chaîne de valeur. Donc là aussi, on est sur cette histoire de contribution climatique au-delà de la réduction purement dans la chaîne de valeur. Il y a aussi des attentes sur le fait que les entreprises peuvent se positionner dessus. Et c'est tout à fait en lien avec ce qu'on a présenté au début, qui était de dire que si on additionne toutes les politiques climat publiques, on n'y est pas du tout en termes d'ambition. Et donc, on a besoin de compléter ce gap, cet écart qu'il y a entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on a promis de faire pour l'instant. Et les entreprises sont attendues pour jouer leur part là-dedans. Donc, effectivement, ça a une valeur. Et enfin, les engagements à prendre beaucoup dans les entreprises, qui est que finalement, les nouveaux talents, ils sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là et que quelque part, si on a envie de les attirer et de les retenir, il y a quelque chose aussi à dire sur cet aspect-là. On est en quête de sens. Les millennials, ils ont envie, enfin les millennials, peu importe comment on les appelle, mais en tout cas les nouveaux employés, ils ont envie de rentrer dans une entreprise qui a quelque chose à raconter par rapport à cette histoire de changement climatique, qui a quelque chose à montrer, et donc ils sont en quête de sens, et donc voilà, donc c'est aussi positif de ce point de vue-là. Donc ça, c'est si on a une bonne communication. Maintenant, s'il y a une communication, je dirais, on pourrait dire mauvaise, plus approximative, ça peut amener un certain nombre de critiques. Et là, il y a tout un tas de cas qui sont en train de se développer d'accusations de greenwashing. Alors les accusations de greenwashing, très souvent, sans vouloir les minimiser, elles sont quand même plus liées à de la maladresse qu'à la volonté réelle de méprendre le consommateur. Donc ça, ce serait peut-être déjà pour rassurer un peu sur les intentions qu'il y a derrière. On n'est pas sur quelque chose qui est volontairement négatif. Par contre, c'est un sujet complexe. Et donc souvent, c'est mal communiqué. Parfois, c'est un excès d'enthousiasme en se disant on a fait des trucs incroyables et puis en fait, c'est pas si incroyable que ça. C'est un premier levier, une première étape, mais tout n'y est pas. Donc là, on a donné quelques exemples. C'est vraiment juste pour illustrer, pas forcément pour pointer du doigt. Souvent, on peut être, je peux prendre juste un cas comme ça rapidement, sur la Deutsche Bank, ça va être lié au fait qu'ils vont mettre en avant notamment le fait qu'un certain pourcentage très important de fonds sont avec des critères ESG. Et en fait, quand on regarde vraiment la définition même de ce qu'est un fonds ESG, on n'est pas à 85%, on est plutôt à moins de 20%. Donc, il y a quelque part une certaine pertinence et transparence à avoir. Et puis après, on peut avoir aussi des claims qui sont un petit peu approximatifs. Ça peut être aussi la mise en avant d'un élément positif en oubliant le fait qu'on fait un certain nombre d'actions qui sont finalement largement plus impactantes d'un point de vue émission. Et donc, ne présenter que l'un sans présenter l'autre pose souci. Donc, il y a vraiment, encore une fois, un besoin d'équilibre dans la manière de présenter, de recontextualisation des choses. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, on va de plus en plus aller vous chercher pour le faire. Et quand je dis
ça va être soit la législation, c'est notamment le cas en France et on va voir quelques diapos là-dessus juste après. Ça peut être aussi, si la législation ne dit rien encore là-dessus, il y a malgré tout déjà des accusations de greenwashing avec des cas en justice, notamment un peu partout en Europe, en Allemagne, en ce moment il y en a quelques-uns aussi, où on considère que ce sont des allégations trompeuses. Donc même s'il n'y a pas un texte qui vous encadre les choses, le fait d'avoir mal communiqué, ça peut être perçu comme étant quelque chose de trompeur. Et donc là aussi, il y a des choses à éviter. Donc on va essayer de vous donner quelques éléments par rapport à ça. Donc, comment intégrer cette compensation carbone dans la stratégie climatique des entreprises? Puisque finalement, en fait, cette communication-là, pour qu'elle soit pertinente, elle doit s'articuler avec une stratégie complète. Parce que si vous ne parlez que de ça, finalement, vous ratez le reste. Donc ça, on va vous expliquer un peu dans ce contexte plus franco-français. Déjà, premier point sur le côté français, vous avez aujourd'hui maintenant un décret, une législation française avec une loi et un décret qui explique, et ça c'est important, qu'on ne peut plus revendiquer la neutralité carbone d'un produit, sauf si. Donc c'est pas vous pouvez le faire et il faut respecter ça, c'est vous ne le faites pas de base. Si vous souhaitez le faire, c'est encore possible, mais sauf si. Donc vous voyez qu'il y a déjà une sorte de suspicion dans la loi qui fait qu'il faut quand même le présenter de manière complète par rapport à ça. Et donc là-dedans, le sauf si, c'est déjà un périmètre qui soit complet. Donc les fameux scopes 1, 2 et 3, je pense que la majorité de l'audience est un peu avertie sur ces questions-là. Donc vraiment le périmètre complet sur toute la chaîne de valeur. Des objectifs de stratégie, des objectifs et une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc avec des ambitions qui sont en ligne avec ce qu'il faut vraiment faire, ce que la science nous dit de faire, et des modalités de compensation qui soient robustes et donc qui s'appuient sur des standards de certification qui existent déjà depuis plus de 10 ans et qui, même si aujourd'hui sont challengés quelque part, c'est tant mieux, puisque c'est finalement des standards qui ont intégré le fait qu'ils allaient devoir continuellement s'améliorer au fur et à mesure du développement de ce marché volontaire. Sur la slide d'après, donc le rôle des crédits carbone dans le cadre d'une stratégie climatique ambitieuse, finalement, rappeler quelque chose, enfin quelques idées un peu toutes simples, mais déjà, le point, c'est que la compensation carbone, comme on l'a vu dans la vidéo, quelque part, c'est polluer qui est gratuit aujourd'hui, et donc compenser ces émissions, c'est mettre un prix interne sur le carbone, et ça va inciter les entreprises à réduire leur empreinte au maximum. Alors, on n'y est pas encore complètement, c'est-à-dire que c'est effectivement, on est sur cette voie-là. Le signal prix aujourd'hui de la compensation carbone n'est peut-être pas encore assez élevé pour pouvoir permettre carrément de jouer un rôle d'arbitrage entre de la réduction et de la compensation. De se dire finalement, aujourd'hui, c'est rarement le cas qu'on se dise compenser va me coûter plus cher que de réduire. Ce n'est pas encore le cas. Mais c'est quelque chose vers lequel on va et on a déjà ce premier signal prix qui est quand même intéressant. Le deuxième, c'est que l'air de rien, cette compensation carbone, ces crédits carbone, finalement, ça permet de soutenir tout de suite des projets d'action climatique qui ont d'autres co-bénéfices environnementaux et même sociaux. Et donc, on est sur quelque chose qui va au-delà de la pure action climat carbone. On a aussi d'autres co-bénéfices qui valent le coût, qui ont une valeur. Et donc, de ce point de vue-là, la compensation carbone est intéressante également. Et enfin, c'est un levier d'accélération de la transition mondiale vers un monde plus juste, on a parlé de justice climatique un peu avant, et à faible émission de gaz à effet de serre, parce qu'effectivement, ça va permettre quelque part de donner un coup de pouce au développement d'un certain nombre de technologies un peu partout dans le monde, où ces technologies aujourd'hui ne seraient pas rentables par rapport à une manière plus traditionnelle de faire, qui serait davantage basée sur les énergies fossiles. Donc ça, ou sur de la déforestation. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes parce que ça permet d'accélérer ça. Alors évidemment, ça se met à la place parfois de certaines politiques publiques qui pourraient être un peu plus ambitieuses, mais aujourd'hui, si on est pragmatique, ces politiques-là, elles n'existent pas partout, et donc on peut quelque part couvrir aussi certaines défaillances à travers ce mécanisme. Au niveau de la demande sur le marché volontaire du carbone, on est sur quelque chose qui a effectivement explosé ces dernières années, notamment avec le Covid. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont profité finalement à l'époque du lockdown pour pouvoir se poser cette question sur le climat. J'ai un peu plus de temps pour me pencher sur la question de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire. Et puis la COP, enfin les différentes COP au fur et à mesure ont créé un sentiment d'urgence qui n'a pas arrêté d'augmenter. On a des grands groupes qui s'engagent avec des ambitions aujourd'hui qui sont fortes. Des ambitions qui ne sont pour l'instant que des promesses, mais qu'il va falloir délivrer. Et donc là aussi, il y aura une attente du marché de plus en plus et des consommateurs sur ce que les entreprises auront fait.
Et donc ces entreprises-là, au-delà de leurs ambitions sur leur chaîne de valeur à elles, au-delà des chaînes de valeur, là aussi, il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent dans le cadre d'une stratégie complète. Donc là, vous voyez, il y a tout un tas de noms plus ou moins connus. Ce qui est peut-être intéressant là-dessus, c'est de se dire que dedans, dans ces entreprises-là, on a déjà plus de 500 entreprises qui ont défini des objectifs net zéro basés sur la science. Et si on fait le cumul de l'empreinte carbone de toutes ces entreprises-là, ça représente 10% des émissions annuelles dans le monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pas si négligeable que ça. Et donc, si elles sont au niveau de leurs promesses, quelque part, on a un vrai levier d'action qui se met en place grâce à leurs engagements volontaires, hein, à elles, mais engagements volontaires largement liés au fait qu'elles ont un bénéfice en termes d'image, en termes de rétention des talents, et que ça répond de toute façon à une attente de plus en plus importante du marché. Par rapport au projet en eux-mêmes, donc il y avait un des focus qui était de dire que ça permettait aussi d'avoir des bénéfices autres que la réduction de l'impact carbone. Effectivement, il y a des bénéfices immédiats pour les communautés et la biodiversité. On va le voir sur la slide d'après, mais c'est des crédits qui parfois sont liés à des projets qui permettent d'améliorer la santé et la prospérité des communautés. Je pense notamment aux cook stoves, donc qui sont des foyers de cuisson améliorés. Des choses toutes bêtes qui permettent en gros de pouvoir être plus efficace sur de la combustion sur un foyer classique et qui du coup va générer moins de fumée. Donc effectivement, il y a aussi un impact direct sur la santé et qui va permettre en même temps de lutter efficacement de manière un peu low-tech contre la déforestation. Et donc ce sont des projets qui n'auraient pas pu être financés autrement parce que ça aurait nécessité un coût que finalement les communautés sur place ne sont pas forcément capables d'absorber. Même si après, elles font des économies. Mais ça nécessite un investissement. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les projets climat, ils contribuent finalement souvent à plusieurs de ces 17 objectifs de développement durable ou Sustainable Development Goals, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Les deux grands standards de compensation aujourd'hui essaient de faire des liens entre les projets et leurs contributions positives. Verra, qui est le plus gros standard utilisé, le fait de manière plus qualitative. Gold Standard, par exemple, le fait de manière beaucoup plus auditable et chiffrée. Et donc, c'est intéressant de voir que ces dimensions-là sont aussi prises de manière de plus en plus sérieuse et robuste dans les différents standards de certification et permettent comme ça de vraiment pouvoir montrer les bénéfices associés à ces projets-là. Et donc, je pense que la meilleure introduction que je peux faire maintenant pour Eduardo, c'est de vous expliquer, enfin de laisser Eduardo vous expliquer comment on pourrait mieux parler de la compensation carbone ensemble. Absolument. Bonjour à tous. Je pense que vous l'aurez désormais compris après ces interventions de Mathieu et Carlos. La compensation est riche en potentiel et en complexité. En potentiel parce qu'on avoue que c'est un des outils, un des meilleurs leviers qu'on a aujourd'hui pour financer des projets d'action climatique dans le monde, un de ceux qui fonctionnent à l'heure. C'est un outil très important, entre autres, mais c'est très important de l'utiliser correctement. Et c'est justement là qui est la complexité, parce que c'est un sujet technique, parce que le paysage réglementaire change, évolue rapidement, et donc c'est difficile à suivre. Aussi, il faut tenir compte de tout ce qui est l'opinion publique. Il faut communiquer correctement. Donc, des sujets qui, il y a quelques ans, n'étaient pas si réglés d'un point de vue communication. Maintenant, il faut vraiment faire attention à comment on communique et quels termes on utilise. Donc, il y a toute cette complexité à naviguer pour bien utiliser cet outil. Et donc, quel est l'outil, comment on peut naviguer cette complexité? Il faut vraiment prendre le temps de comprendre. Donc, comprendre qu'est-ce que c'est la compensation carbone et surtout, quel est le rôle de la compensation carbone dans votre stratégie climatique. Parce que dans chaque entreprise, organisation, ça aura un rôle différent. Et donc, seulement une fois qu'on a vraiment bien compris ces aspects, ces enjeux, on pourra utiliser cet outil qui, effectivement, est très important dans une stratégie. Et c'est ce besoin qui nous venait des entreprises qui finalement nous a poussé à proposer des ateliers d'accompagnement
Donc, comme vous pouvez voir dans ce slide, il y a 4 points qu'on trouve très importants et qu'on veut intégrer dans ces ateliers. Donc, d'un côté, il faut vraiment expliquer bien qu'est-ce que c'est le marché volontaire du carbone. C'est pas évident et il y a beaucoup de détails techniques dedans. Donc, il faut comprendre les mécanismes, comment ça marche, les langages, les différents types de projets, comment sont certifiés et tout le monde qui est derrière. Aussi, il y a tout un côté de formation et engagement des collaborateurs parce que c'est très important dans l'usage de la compensation carbone et dans la structuration d'une stratégie d'inclure tous les composantes de l'entreprise ou de l'institution. Parce que ça ne peut pas être seulement la personne qui s'occupe du développement durable qui décide de faire de la compensation. Il faut inclure tous les gens qui s'occupent des aspects opérationnels, les achats, la communication. Il faut vraiment que tout le monde soit inclus. Et donc, les ateliers permettent ces échanges et d'aligner tout le monde. Évidemment, ces ateliers vous montrent aussi comment concrètement on peut accélérer cette ambition climatique et donc comment, dans les faits, mettre en place ces projets. Et finalement aussi, et ça c'est un point clé, comment communiquer d'une façon cohérente, appropriée et transparente. Et dans la prochaine slide, on voit qu'on a voulu proposer 2 ateliers différents parce qu'il y a 2 besoins différents. D'un côté, il y a tous ceux qui doivent découvrir la compensation carbone. Donc, qu'est-ce que c'est la compensation carbone? Techniquement, comment ça marche? Quels sont les éléments de base? Et donc, c'est vraiment une découverte pour les équipes. On fait ça en 1 heure et demie. Donc, on présente 3 sujets au choix. Il y en a plusieurs, ça peut être la crédit carbone, la communication, le décryptage du marché. Ça permet de comprendre si la compensation carbone, c'est quelque chose qui est convenable à votre entreprise ou organisation et commencer à réfléchir quel rôle ça pourrait jouer. Donc, c'est vraiment une découverte. On propose ça à 3 000 € plus ou moins. Et après, il y a une autre typologie d'atelier qu'on propose à ceux qui ont déjà découvert la compensation carbone et savent déjà ce que c'est, mais ils veulent concrétiser et structurer leur stratégie d'une façon cohérente aussi avec leur communication, leur stratégie de réduction déjà existante. Et donc, pour eux, on propose 3 ateliers participatifs, donc avec plusieurs personnes, avec les inputs des différentes équipes, des 2 heures et demie. Et ça permet de co-construire ensemble une stratégie de contribution climatique. Donc, évidemment, ça, niveau prix, c'est adapté aux différents besoins parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'inclure beaucoup de monde où ils ont vraiment de différents niveaux de connaissances et donc faire en sorte que tout le monde soit aligné. Donc, ça peut se faire de façon très différente. Mais ça aboutit à avoir une stratégie cohérente avec une approche holistique et communiquer d'une façon claire. Et dans la prochaine slide, on peut voir comme par exemple le retour dans des clients qui ont déjà fait ces ateliers, c'est sur Luxottica, et ils ont présenté à ProDurable avec nous ces ateliers. Et ils ont été satisfaits parce que pour eux, un enjeu clé, c'était vraiment l'implication des fonctions transverses. Ça permettait de travailler avec les différentes équipes. Comme ils venaient il y a quelques ans, fusionner Essilor et Luxottica, 2 entités différentes, ça leur a permis de travailler en cohérence avec toutes les équipes de la boîte. Et ils avaient aussi déjà travaillé avec nous pour faire le bilan carbone. Donc, on connaissait déjà le fonctionnement de l'entreprise, les postes d'émission. Donc, tout ce qu'on proposait ou on suggérait ou on expliquait était déjà en cohérence avec ce qu'on avait pu faire avant. Et finalement, il y avait eu une relation qui s'est développée au fur et à mesure et que ces ateliers, surtout si fait en mode participatif, permettent de développer.
Donc, je pense que ça, c'est un bon outil pour comprendre ces éléments et finalement naviguer et bien utiliser la compensation carbone dans une stratégie climatique plus large. Je pense qu'avec ça, on conclut la présentation de notre côté, mais on a très envie d'avoir vos questions, donc pouvoir répondre mieux à des doutes que vous pourrez avoir. Oui. Donc, pour les questions, on en a déjà reçu 3. Donc, je vais les passer en revue. Donc, la première, c'est vos chiffres sur le marché volontaire d'écosystème marketplace et ou de Trove Intelligence. Alors, effectivement, ce sont 2 sources très fiables pour avoir tous les chiffres sur l'évolution du marché du carbone, tant en nombre de crédits qui ont été retirés, que le nombre de crédits qui ont été issus, que de projets enregistrés. Ici, si je ne me trompe pas, sur la slide, hier, on avait indiqué que la source était le dashboard de Climate Focus, qui avait une vue plus facile à utiliser pour le chiffre cumulé des émissions de crédit carbone. Mais les trois sources sont tout à fait fiables et se réfèrent aux mêmes sources qui sont finalement qui sont les registres eux-mêmes. Alors, la deuxième question. En tant qu'entreprise énergétique en Afrique, nous aimerions profiter du marché du carbone. Comment commençons-nous? Comment commencer à échanger des crédits carbone? Alors, écoutez, c'est pas trop compliqué, donc il faudrait regarder parmi votre portefeuille de projets qui sont encore au stade d'idée. Donc, on ne peut pas enregistrer un projet qui existe déjà, parce que ça ne satisferait pas au principe d'additionnalité. Donc ici, on va regarder les projets qui sont, on va dire, dans les tuyaux. Donc, il faudrait les passer en vue et ensuite voir quel projet ou idée de projet en fait satisfait aux différents critères d'éligibilité, comme l'additionnalité, la permanence, la vérificabilité, etc. Donc, en général, on commence toujours par une étude de faisabilité. Voilà, on a fait on va dire une shortlist de 2 ou 3 projets potentiellement éligibles, les étudier un tout petit peu plus en profondeur afin d'analyser quel est le potentiel de réduction, donc le potentiel de génération de crédit carbone par rapport, par exemple, au coût de certification. Il faut quand même que ça vaille la peine. Si le projet est trop petit et trop petite échelle, on ne va pas se lancer dans ce processus qui, vous avez vu, est assez long et compliqué. Donc, il faut quand même avoir une certaine sécurité sur la taille du projet, sur le potentiel de réduction. Une fois que cette étude de faisabilité répond aussi à d'autres questions comme la viabilité économique, etc., alors dans ce cas, on peut se lancer dans le processus, c'est-à-dire commencer en avertissant le standard qu'on va enregistrer ce projet et commencer à faire toutes les études pour remplir le document Project Design Document, donc le PDD, choisir un auditeur externe, accrédité, etc. Alors, en général, ça se fait avec des consultants, parce que c'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup on va dire, de documentation à laquelle il faut se référer. Donc, en général, en fait, on fait appel à des consultants experts là-dedans qui vont vous guider tout au long du processus, depuis la détection l'identification des projets potentiels, en passant par l'étude de faisabilité, et ensuite qui vont vous accompagner dans tout l'enregistrement de ce projet. Alors, il y a encore une troisième question. Ouais. Quel est le prix interne du carbone? Oui, pardon. Quelqu'un va intervenir? Oui, j'allais juste répondre à cette-là parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent posé comme question. Donc, le prix interne du carbone qu'on peut préconiser, puisque je disais justement que le prix n'était peut-être pas assez haut pour être un signal prix suffisamment efficace pour permettre la réduction aujourd'hui. Alors, le prix interne, en fait, ça couvre plein de dimensions possibles. Si on parle du prix qui permet de pouvoir déclencher une transition vers une action consolidée qui nous amène à
à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en France, puisque là, on a un focus France. La loi de transition énergétique en France, elle prévoit de passer à 100 € la tonne de CO2 d'ici 2030. Donc, quand je parle de 100 €, c'est la taxe carbone. En gros, c'est la composante carbone des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques d'origine fossile. C'est son nom complet, mais c'est celui-là. Donc, c'est 100 € la tonne. Maintenant, si on regarde de manière un peu plus fine, il y a le rapport Kiné 2 qui a réévalué un peu ça et qui parle de la nécessité d'aligner un prix à plutôt 250 € la tonne de CO2 d'ici 2030. Donc, vous voyez, il y a quand même un grand écart quand même assez conséquent. Viser 250 € et de déjà l'implémenter dans quelque chose d'opérationnel en termes de taxation à 250 € la tonne, on n'y est pas du tout. Donc probablement qu'on restera sur les 100. Mais effectivement, si on a envie d'être une entreprise, on pourrait se mettre un prix interne, virtuel peut-être, qui serait dans ces eaux-là et qui permettrait déjà de pouvoir faire un certain nombre d'arbitrages intéressants. Maintenant, si vous voulez parler de prix interne qui n'est pas que virtuel, mais qui permet réellement de financer l'action, il y a des entreprises qui commencent à mettre en place des prix internes qui vont après abonder dans un fonds dont le but sera à la fois de financer des actions de réduction et des actions de compensation. Et finalement, après, c'est juste une question d'arbitrage et en termes d'efficacité, je dirais, sur où est-ce qu'on alloue les ressources en fonction des engagements qu'on a sur la réduction et du volume finalement de CO2 qu'on souhaite adresser par rapport à l'impact complet de l'activité de son entreprise. Je vois qu'il y a une quatrième question, je peux peut-être aussi y aller, sur la neutralité carbone versus Zen, ça doit être net zéro peut-être. On va partir du principe que ça veut dire net zéro, parce que souvent on nous pose la question de est-ce que neutralité carbone et net zéro c'est la même chose. Comment? Zéro émission nette. Ok, donc c'est ça, désolé. Alors là, c'est assez simple en fait, la neutralité carbone, c'est un concept finalement qui pourrait être considéré comme étant atteignable quasiment tout de suite. C'est-à-dire que le but de la neutralité carbone, quelque part, c'est pas vraiment la réalisation, l'aboutissement de toute une stratégie, c'est plutôt un point de départ qui est de dire j'ai fait mon bilan, j'ai fait mes promesses de réduction et je peux compenser les émissions actuelles de manière provisoire, bien évidemment, puisqu'après, il y a tout un chemin pour aller réduire, mais ça, je peux le faire tout de suite, donc de compenser ça à travers des projets qui vont permettre d'éviter ou de séquestrer. Ça, c'est la neutralité carbone. Le net zéro, c'est plutôt l'atteinte de l'objectif, donc à plutôt long terme, dans lequel l'entreprise va arriver à cet équilibre où elle va tellement réduire son impact qu'on pourra envisager de le contrebalancer par des projets qui ne font que séquestrer. Donc il n'y a plus d'émissions qu'on évite, on parle vraiment que d'émissions qu'on séquestre. Et donc là, on a un vrai équilibre entre ce qui est émis d'un côté et ce qui est séquestré dans des puits carbone de l'autre. Et donc là, il y a un équilibre réel, physique des choses. Mais ça, c'est quelque chose qui est inenvisageable aujourd'hui pour les entreprises, vu le niveau d'émissions de chaque entreprise, puisqu'on émet bien trop pour espérer pouvoir séquestrer l'équivalent d'une manière ou d'une autre. Donc le but, c'est vraiment de réduire, au point d'en arriver à quelque chose qui va devenir possible en termes d'équilibre avec des puits carbone à côté. Et donc, c'est des objectifs de plus long terme. Le net zéro, une entreprise qui vous dit qu'elle est net zéro aujourd'hui, ça ne doit pas courir les rues. Alors, ensuite, on a une autre question sur la récente enquête du Guardian sur les crédits carbone. Ça, je ne sais pas si Carlos, tu veux en parler, parce que toi, tu avais déjà pas mal abordé la question. Oui, pas de problème. Alors, effectivement, c'est l'article du Guardian qui a été publié il y a 3 semaines, je pense, en fait, annonce qu'ils ont consulté 3 études différentes qui revoient en fait 29 projets RED+. Donc les projets RED+, sont des projets qui visent à conserver des forêts, donc qui visent à analyser. Donc le principe, c'est qu'ils analysent un taux de déforestation estimé qui aurait eu en l'absence de leur intervention. Et ensuite, grâce à leur intervention de la protection de la forêt, ils calculent la différence par rapport à ce taux de déforestation théorique, et cette différence mène à l'émission de crédits carbone. Alors, ces études, 2 des 3 études, la conclusion, c'est que 29 de ces projets, en fait,
aurait sous-estimé le taux de déforestation théorique pour générer plus de crédits carbone. Alors, le mécanisme Verra, donc le principe, c'est qu'on enregistre un projet sur une durée de 30 ans, mais tous les 10 ans, on doit revoir ce taux de déforestation, on va le recalculer sur base de l'information historique et ensuite on le corrige au fur et à mesure. Et donc là, en fait, les premiers projets REDD+ sous Verra ont été enregistrés en 2012, donc après, en 2022, ont dû repasser par ce projet de revalidation du taux de déforestation, donc ce qu'on appelle la ligne de base. Et effectivement, dans certains cas, on observé que ce qu'ils avaient prévu, donc ce qui avait généré des crédits pendant 10 ans, en fait, avait peut-être été surévalué. Mais donc, ce mécanisme Verra prévoit, en fait, au moment du recalcul, pour les 6 prochaines années, donc Verra a adapté un peu sa méthodologie, et maintenant on dit que 10 ans c'est un peu trop long, en fait, il y a trop de choses qui se passent pendant ce temps-là, et donc en fait ils ont réduit à 6 ans, donc maintenant c'est enregistré pour les 6 prochaines années. Ah ben, on va en fait contrebalancer, on va réajuster ce taux de déforestation présumé par rapport au taux de déforestation réel. Donc, il faut retenir de ça, c'est que de 1, donc, Verra a ensuite analysé vraiment en détail les projets qui sont mentionnés dans les études et voilà, des conclusions qui sont différentes par rapport aux projets qui ont été choisis, par rapport aux conclusions. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais c'est juste qu'en fait, c'est un mécanisme qui s'améliore, qui permet qu'il se remet en question. Et Verra, de manière tout à fait transparente, a répondu par rapport au Guardian et a vraiment énoncé toutes les règles qu'ils vont mettre en œuvre pour justement essayer d'éviter ce genre de problème. Mais ne vous inquiétez pas parce que les crédits qui ont été, on va dire, émis, en fait, vont être contrebalancés par l'émission de la prochaine validation de la baseline. Donc voilà, c'est un petit peu technique, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est un marché, c'est un mécanisme REDD+, donc c'est le seul mécanisme qui marche pour protéger les forêts. Il y a une des études qui est mentionnée dans The Guardian, mais la conclusion n'est pas mentionnée dans l'article, c'est qu'en fait, finalement, c'est quand même le seul mécanisme qui marche et que REDD+, c'est quand même quelque chose de très efficace pour la conservation des forêts. Donc évidemment, ça n'a pas été relevé par The Guardian, mais la conclusion des experts, c'était que ça marche. Maintenant, c'est vrai que c'est très difficile d'analyser les vecteurs de déforestation sur les 10 années suivantes. Donc, ils ont un peu revu ces règles-là et raccourci cette durée de validation de la ligne de base. Donc, en gros, pour résumer, c'est que finalement, ces critiques-là, elles étaient parfois un peu fondées par le fait qu'effectivement, le mécanisme n'est pas parfait. Et qu'il était basé sur des données qui étaient parcellaires, parce qu'il me semble que les projets qui ont été mis en avant par The Guardian, c'était quand même des projets dont la baseline avait été estimée quand même il y a plus de 10 ans. Et donc, on avait moins de données sur la question. Je sais qu'entre-temps, entre 2013 et 2015, il y a eu les satellites Landsat qui ont permis justement de pouvoir collecter de la donnée de manière beaucoup plus fine avec une résolution suffisante pour pouvoir mieux suivre les réelles dynamiques de déforestation dans les différentes zones. Je crois notamment sur l'Afrique qui était davantage. Enfin, il y a aussi l'Amérique latine qui était mis en avant dans l'article et que maintenant on a fait à disposition des données qui sont beaucoup plus fines. Et donc quelque part, c'est très sain d'avoir cette capacité de pouvoir remettre en cause la manière dont ça a été calculé, de pouvoir intégrer de nouvelles données scientifiques qui vont pouvoir permettre de mieux évaluer réellement l'impact sur le terrain. Donc, c'est des paramètres, en fait. La mécanique en elle-même n'est pas mauvaise. Par contre, les paramètres avaient besoin d'être réajustés et potentiellement, ils le seront encore dans le futur parce qu'on est dans quelque chose qui est dynamique avec des politiques qui vont évoluer. Et peut-être qu'un pays qui va commencer à avoir une politique anti-déforestation très forte, quelque part, le projet de compensation sur place aura moins de sens. Par contre, dans un pays où la dynamique de déforestation sera accentuée par citons Bolsonaro par hasard au Brésil, malheureusement, dans ces cas-là, on a besoin d'avoir ces projets-là pour quelque part avoir une garantie qu'au moins sur ces zones-là, on a une déforestation qui va être limitée. Donc le mécanisme en lui-même, encore une fois, n'est pas si mauvais. Par contre, il y avait un besoin d'ajustement. Et donc toutes ces critiques qui sont sorties, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Ça permet quelque part de pouvoir se faire challenger au niveau des différents standards de certification et c'est tant mieux.
Parfait. Le temps est passé. En vrai, on a 1 minute de retard. Donc, juste vraiment, merci beaucoup à tous pour avoir participé et nous sommes contents aussi d'avoir pas mal de questions. Brièvement, je vais répondre les points clés d'aujourd'hui. Donc, il faut considérer la compensation comme partie d'une stratégie climat globale. Il faut éviter, réduire et après compenser les émissions et surtout attention à la communication. Et si vous désirez comprendre mieux les crédits carbone, leur fonctionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Au revoir.